Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, décryptage de la tournée nationale du chef de l'État. Le ministre de la Communication a échangé avec la presse béninoise à travers une conférence de presse. À suivre la substance dans ce 13h. Le document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière fait l'objet d'échanges. Le ministre de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture se donnent la main pour renforcer cette culture. Vous en saurez davantage. Et puis sa recherche a porté sur les aspects épidémiologiques des troubles musculo-squelettiques et facteurs associés chez les dockers et les lamenneurs du secteur portuaire à Cotonou. Godpower Imela Nobimen l'a présenté devant un jury à l'occasion de sa soutenance de thèse de doctorat. Vous l'entendrez dans cette édition. Bienvenue si vous nous rejoignez. 2 cas de tricherie ont été constatés lors des compositions du concours de recrutement des auditeurs de justice organisé du 12 au 13 décembre 2020. Après l'expulsion des mises en cause du centre de composition, le parquet de Cotonou vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête par la brigade économique et financière. Je vous propose de suivre la déclaration du procureur de la République au micro de Marcella Rossi. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure, l'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sorties de la salle d'examen et expulsées du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite aux fins d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral, ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Et par rapport à cette actualité, le chef de l'État a décidé de l'annulation de 10 concours pour offrir les mêmes chances à tous les candidats.
Et on reste avec le chef de l'État, la tournée nationale du président de la République. Le ministre porte-parole du gouvernement a, comme il l'avait promis aux acteurs des médias essentiellement basés à Cotonou, donné une conférence de presse de restitution des grands axes de cette deuxième partie, 43 communes visitées, les grandes réalisations vulgarisées. Suivons Alain Rolla sur des propos recueillis par James Ouliang Bagidi et Louis Koudobo. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. De 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Les efforts qui ont été faits en matière d'agriculture, vous le savez, notre pays est passé premier en production cotonnière, premier d'Afrique en production cotonnière, deuxième de la zone UEMOA en ce qui concerne le vivrier. Nous sommes en train d'entreprendre les diligences nécessaires afin que la filière en arcade nous hisse à la première place. Donc c'est un programme que mon collègue de l'agriculture aura à dévoiler. Des centaines de milliers d'hectares qui sont en train d'être apprêtés pour supporter cette culture afin que d'ici quelques années, notre pays soit le premier producteur d'un arcade. Et c'est la même ambition que nous nourrissons pour le riz, où nous produisons actuellement 400 000 tonnes, mais nous visons le million de tonnes d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans. Ce n'est rien à côté des réformes politiques qui ont été engagées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance? Que nenni. Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Mais on essaie de rattraper ces retards. C'est une constante que nul ne peut nier. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand homme, des grands hommes, peuvent animer.
Voyons à présent cette tournée du ministre du Cadre de Vie. Le ministre José Tonato a entamé le lundi dernier une tournée pour superviser plusieurs chantiers du PAG, du projet asphaltage aux marchés urbains et régionaux en passant par les stades omnisports. Ces ouvrages ont fait l'objet d'une inspection minutieuse dans les diverses localités sillonnées. Le compte-rendu de la première étape de cette tournée est signé Renaud Akapo et Petroni Lokoso. De la maquette à la mise en œuvre, il y a bien des étapes qui ont été franchies dans le processus de construction du marché de type régional de Rouegbo. Près de 2 hectares sont complètement métamorphosés. L'ouvrage, encore en gestation, est annoncé pour y traîner un espace marchand de haute standing avec plus d'1 millier d'étals et de boutiques. Le marché est constitué en majorité des hangars. Ça fera 1 millier de places que nous allons livrer à la fin des travaux. Nous avons des lignes de caniveaux à réaliser. Donc tout le chantier est assaini et pavé et nous allons renvoyer les eaux vers un collecteur et ce sera drainé vers les étoiles qui est de l'autre côté. Encore 5 mois pour voir cet ouvrage entièrement achevé. Mais loin de se satisfaire de l'aspect extérieur d'un chantier exécuté à près de 45%, le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable y est allé avec l'œil de l'expert. Il n'y a pas un seul coup d'œil qui ne vous révèle pas des imperfections. Fin connaisseur des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, José Tonato n'est pas allé par 4 chemins pour relever au détail près les failles et autres malfaçons qui ont entaché les travaux. Après une inspection minutieuse effectuée au pas de charge, les consignes n'ont pas tardé. Mais le problème fondamental ici, c'est la qualité de la mise en œuvre. L'entreprise est interpellée, la mission de contrôle est interpellée, l'équipe technique du projet l'est également, pour que les malfaçons, comme la dalle pleine que vous avez vue là-bas, soient immédiatement démolies, de façon à ce que on vienne ensemble valider la qualité du gros œuvre. Quand on parle d'infrastructures résilientes, c'est des infrastructures de très bonne qualité qui fonctionnent très bien, qui traversent le temps, qui ne nous obligent pas à revenir ici dans 2 ans, 3 ans, alors qu'on serait en train de nous occuper de nouveaux marchés à construire. Le chantier sera remis au carré pour que dans 2 semaines, on décide de la suite. Nous voulons nous assurer que ce que l'argent des Béninois achète soit de bonne qualité, une bonne fois pour toutes. Des engagements fermes ont été pris séance tenante par le groupement Sogéis-Kaku pour se mettre au pas. Les difficultés sont liées pour la plupart au coffrage que nous allons prendre des dispositions pour corriger dans les meilleurs délais. Pas plus de 2 semaines pour corriger le tir sous peine de sanctions, a averti le ministre José Tonato. Ce n'est pas les entreprises seulement. Il y a des ingénieurs et des techniciens supérieurs que nous avons radiés pour dire eux, plus jamais sur un chantier. L'entreprise et la mission de contrôle ont pris toute la mesure de la situation. Après Rouegbo, cap a été mis sur le stade omnisport de Tofo. Ce joyau de 3000 places est presque à la phase terminale. Et même si le gros œuvre est presque achevé, il faut bien plus pour amorcer l'étape des travaux de finition. L'entreprise a promis multiplier le matériel, mais n'a jamais fait cette promesse d'effet. Même si on louait du matériel, c'est plus rentable que d'assumer des pénalités de retard. En fait, le principal problème que vous pointez ici, c'est la non-mobilisation du personnel et du matériel requis. C'est ça qui explique le retard. Le délai de livraison du chantier précédemment fixé au 30 novembre 2020 a dû être repoussé. L'entreprise ADOTI, qui a la charge de l'exécution des travaux, sollicite une petite rallonge pour enfin assurer la livraison de l'ensemble du complexe sportif et du château d'eau y afférent. Vous voyez qu'on est en retard, on devait finir le 30 novembre. Aujourd'hui, il faut d'effectifs. Donc vous imaginez bien que tous ces murs de clôture doivent avoir la peinture. On peut être en train de faire des travaux ici et être en train de faire la peinture de l'autre côté, mais ce n'est pas le cas. Une parade semble se dessiner pour surmonter les écueils. Le renforcement du personnel, de matériel et les travaux de nuit. Si l'entreprise met en œuvre tous ces éléments, elle pourra vraiment tenir dans le délai. Le ministre José Tonato prévient, le délai de livraison ne peut plus être repoussé sous peine de pénalité, car plus rien ne sera comme avant. Qu'est-ce que nous allons faire le 31 janvier si ce n'est pas prêt ? Nous ferons tout pour livrer l'essentiel. Donc j'ai la main pour décider ce que je vais faire le 31 janvier. Nous allons faire ce qu'il faut. Soit ou relancer ou arrêter le chantier. De toute façon, il n'y aura aucun chantier du
PHG qui sera un éléphant blanc. C'est clair. Le marché de Glazoué est l'autre site visité par le ministre du cadre de vie et sa délégation lors de cette tournée marathon. Et si l'exercice a été le même, les divers compartiments du chantier ont été passés en revue. C'est déjà une avancée, mais il reste à faire. C'est vrai que, entre-temps, on avait eu des difficultés pour faire les achats, ça pour approvisionner surtout les IPN. Mais depuis 3 semaines, je crois que nous avons tout fait pour pouvoir avoir tous ces matériaux. Et on vous promet que nous allons quadrupler l'équipe pour pouvoir être à la hauteur. Nous vous promettons que d'ici 2 mois, vous venez ici, vous serez très étonnés. Le coût total des travaux est estimé ici à 4,5 milliards. À terme, ce sont des équipements marchands de haut standing qui vont apporter une réponse de choix aux cris de détresse des usagers. Autre actualité dans ce 13h, on parle décentralisation maintenant pour mesurer l'étape de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation. Il est prévu que le comité interministériel constitué à cet effet se réunisse périodiquement après la première session tenue en octobre dernier. Les membres au comité se sont à nouveau retrouvés pour un exercice d'analyse et de bilan. Marcel Arossi nous en donne des précisions. Avant tout propos, insuffler une dynamique nouvelle, s'assurer que les arbitrages et décisions nécessaires sont prises et que les questions critiques sont tranchées. C'est à cela qu'est appelé le comité interministériel en charge de la décentralisation. La deuxième session ordinaire qui s'ouvre pour ses membres se consacre d'une part au bilan des grands chantiers ouverts dernièrement et d'autre part à l'évaluation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour NADEC. Ce sera sans nul doute un moment de riche débat passionnant entre les différents secteurs de la vie sociale représentés et ceux dans le but de parvenir à asseoir une gestion concertée de nos communes et une affectation plus ou moins équitable des ressources au profit de l'ensemble de nos populations. Cette session sera en outre l'occasion de mettre chacun en face de ses responsabilités en tant que défenseur des populations à la base dont les besoins sont immenses et légitimes. Une attention particulière sera également accordée aux 2 processus de relecture engagés sur instruction du Conseil des ministres. Il s'agit de la relecture de la politique et de son cadre juridique de sorte à déboucher sur les référentiels cohérents et pratiques au service du bien-être de notre peuple et de sa démocratie. La présente session qui doit passer en revue les entraves à l'opérationnalisation de la politique nationale de décentralisation s'annonce laborieuse mais productive. Le ministère de l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont lancé un atelier de validation du document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière. Génial, Afouda Monsiaboka et Rodrigue Londoumain nous font le point. La stratégie nationale de l'arboriculture fruitière soumise aux réflexions des acteurs du secteur agricole. L'adoption de ce document permettra de doter le Bénin d'un instrument de planification destiné à orienter les actions du gouvernement relatives au développement de la filière. Le gouvernement a fait du secteur agricole, à travers son programme d'action, le principal levier du développement économique, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais force est de constater qu'en dépit des niveaux de production en constante augmentation, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés liées à une faible prise en compte de certaines filières, dont la filière fruticole, pour laquelle les réflexions sont nécessaires pour faciliter son développement. C'est dans ce cadre que le Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a entrepris l'élaboration de la stratégie nationale de développement de l'arboriculture fruitière qui servira de boussole aux acteurs des filières fruticoles. Les enjeux revêtent donc une grande importance pour le gouvernement béninois et pour atteindre son objectif, il a sollicité l'appui financier et technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
Le développement d'une arboriculture fruitière au Bénin pourrait contribuer à l'amélioration des apports alimentaires vitaminés pour nos populations et en même temps ouvrirait une nouvelle voie de diversification agricole et donc une source de revenus aux producteurs. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Bénin a exprimé sa volonté à travers le PAG 2017-2021 de développer l'arboriculture fruitière au Bénin. En prélude à cette rencontre, le document de stratégie nationale de l'arboriculture fruitière avait déjà fait l'objet d'un atelier de prévalidation du 1er au 4 décembre dernier. Et on voit ce réseau d'excellence pour la gouvernance en Afrique, en collaboration avec l'Université d'Abomey-Calavi, organise du 14 au 16 décembre 2020 un atelier régional de validation de l'offre de formation, gouvernance foncière et résilience des communautés d'Afrique. Fifame Salomon Atadjeji et Gilles Akoiko. L'Afrique serait en manque de ressources humaines qualifiées susceptibles de gérer efficacement les questions foncières. Une situation qui, selon certains experts du domaine, fragilise le continent. La gouvernance foncière, comme on le sait, en Afrique est confrontée à de nombreux défis. Elle est marquée par des tendances lourdes qui mettent en danger les fondements même de nos sociétés. Donc, et il est important pour arrêter ces tendances, les inverser, d'imaginer un autre type de gouvernance. Pour relever un tel défi, le réseau d'excellence pour la gouvernance en Afrique de l'Ouest francophone NELGA s'est donné pour mission de promouvoir de nouvelles offres de formation qualifiantes. Et le projet Gouvernance foncière et résilience des communautés d'Afrique s'inscrit dans cette dynamique. On ne peut pas parler par exemple de développement agricole pour l'autosuffisance alimentaire et plus d'exportation à l'étranger des produits agricoles et des sous-produits transformés de l'agriculture, également l'exploitation minière, si les communautés ne maîtrisent pas la gouvernance foncière. Et c'est là l'innovation que ce master amène. Et je suis heureux que les collègues béninois aient trouvé l'intelligence de mettre en Afrique, les communautés en Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du Bénin, et il s'agit de toute l'Afrique. Cet atelier réunit des experts en gouvernance foncière. Ils ont pour tâche ici de procéder à la validation de ce projet de formation. Nous nous retrouvons ici avec des collègues pour échanger, pour essayer de vous montrer comment est-ce que nous avons fait pour aller très vite vers la finalisation d'une maquette d'offres de formation. Rassurés par la qualité des participants, les expertises convoquées à cet atelier, vos diverses expériences, je n'ai pas de doute, au nom du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qu'à la fin de cet atelier sortira une offre de qualité. Au thème de cet atelier, nous attendons qu'un projet d'accord de coopération interuniversitaire portant création, organisation et fonctionnement d'un dispositif institutionnel et réglementaire soit mis en place pour la mise en œuvre de cette formation-là, que nous voulons régionale. Les universités et centres d'excellence sont les principales cibles de ce projet. Une fois validé, il pourrait profiter à tous les pays africains. Un mot de santé, l'organisation Médecins du Monde Suisse intervient depuis 2018 dans le département de la Liborie dans la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Elle a décidé, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, d'apporter un appui aux hôpitaux de zone de Banikwara, Malanville et de Kandi, Blaise Adampo et Judika Elaïna. C'est un véritable coup de pouce qu'apporte l'organisation Médecins du Monde Suisse aux hôpitaux de zone de Banikwara, Malanville et de Kandi. Elle vient ce jour répondre à une de leurs demandes, celle d'un appui en matériel médical pour la lutte contre la Covid-19. La matière grise accumulée jusque-là a montré que pendant la pandémie, beaucoup d'actions sont adressées vis-à-vis de la pandémie, vis-à-vis de l'éradication du mal. Mais très peu d'actions sont orientées vers la continuité des soins. Et c'est justement dans ce cadre que Médecins du Monde a voulu appuyer la continuité des soins en soins obstétrico-néonataux d'urgence
en apportant un don de matériel aux hôpitaux de zone de Kandi, de Banikwara et de Malanville. La cérémonie de remise se fait en pleine cour de l'hôpital de zone de Kandi. Plus de 10 millions de francs CFA ont été déboursés pour l'acquisition du matériel médical. Je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires qui ont tenu la promesse d'accompagner nos hôpitaux dans la prise en charge des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Je voudrais sincèrement dire merci à nos partenaires. Ce n'est pas leur premier essai, ils sont déjà dans le département depuis un moment. Mais cette fois-ci, je le dis, c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisque depuis mars 2020, qu'on a enregistré les premiers cas de Covid-19 au Bénin, et tous les efforts sont orientés vers la gestion de cette pandémie. Mais Médecins du Monde a vu autrement en disant que qu'en est-il de la continuité des soins dans les services de maternité au niveau des 3 hôpitaux? C'est dans ce cadre qu'il a jugé bon d'apporter cette aide vraiment considérable, vous pouvez le voir, et en matériel, boîte d'accouchement, tous les consommables médicaux et jusqu'au moniteur. Je pense que ça mérite vraiment un remerciement. C'est depuis 2018 que l'organisation Médecins du Monde Suisse intervient dans le département de la Liborie. Elle a pour domaine l'appui à la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi pour parler de cette soutenance de thèse de doctorat à la faculté des sciences de la santé. Godpower Imela Nobime est élevé au grade de docteur en médecine ce mardi. Ces travaux ont porté sur les aspects épidémiologiques des troubles musculo-squelettiques et facteurs associés chez les dockers. Stanislas Limpon. Godpower Imela est désormais docteur en médecine générale. La diplômée âgée de 24 ans a effectué ses travaux sur les affections périarticulaires touchant surtout le membre supérieur. Aux membres du jury ici, elle présente les résultats de ses recherches et démontre la pertinence de sa thèse. À l'en croire, les dockers et les lamaneurs du port autonome de Cotonou s'exposent plus à cette pathologie. Elle soutient que les troubles musculo-squelettiques sont liés à une sollicitation excessive de l'articulation concernée. Les troubles musculo-squelettiques font partie des premières maladies professionnelles sur le plan mondial. C'est vraiment un problème de santé publique. Nous avons décidé alors de nous rapprocher vers les travailleurs du port autonome de Cotonou, histoire d'étudier leur quotidien, de savoir quels sont les facteurs qui influencent la survenue de ces troubles musculo-squelettiques chez ces travailleurs. Plus le sujet, les travailleurs étaient âgés, plus ils avaient les troubles musculo-squelettiques. Nous avons eu l'ancienneté, plus ils étaient anciens dans le travail, plus ils étaient facteurs aux troubles musculo-squelettiques. Nous avons eu le stress. Le stress professionnel était un facteur qui augmentait la survenue de ces troubles musculo-squelettiques chez les travailleurs. Pour éviter la pathologie, Godpower Imela propose plusieurs solutions. Elle suggère, entre autres, la diminution de la charge de travail à la cible concernée et le renforcement de leur éducation à la santé. Ces travaux lui ont valu les félicitations des membres du jury. L'actualité hors du Bénin, en Guinée, le président Alpha Condé prête serment pour un 3e mandat. Nous irons également en Inde, en France, puis en Allemagne. Rebecca Kinjaondé nous assure la compilation. Le président guinéen Alpha Condé prête serment pour entamer un 3e mandat. Un mandat controversé ce 15 décembre par des dizaines de leaders de l'opposition, de partisans et d'autres personnes perçues comme des proches de l'opposition. Pour rappel, les jours suivant l'élection présidentielle du 18 octobre dernier ont été entachés de violences intercommunautaires et d'une répression par les forces de sécurité, usant de force qualifiée d'excessive pour disperser les manifestations organisées par l'opposition avec un bilan d'au moins 12 morts. Voies ferrées et autoroutes bloquées, pancartes en main et des slogans qui expriment leur mécontentement face à certaines réformes du gouvernement, notamment celles du secteur de l'agriculture.
Ces manifestants partisans du principal parti d'opposition et les membres du Congrès national indien réclament l'abrogation des récentes réformes des marchés agricoles. Ils affirment qu'ils ne céderont pas tant que les lois ne seront pas abrogées, ce qui constitue l'un des plus grands défis pour le gouvernement nationaliste hindou de Narendra Modi depuis sa réélection en 2019. Mais de son côté, le gouvernement affirme que ces lois sont nécessaires afin d'offrir un avenir à long terme au secteur agricole qui serait le véritable clé de voûte de l'économie indienne. D'une manifestation à une autre, mais cette fois-ci du côté de la France, plusieurs centaines de professionnels du monde de la culture se sont rassemblés devant l'Opéra Bastille à Paris à la mi-journée de ce mardi pour manifester contre la fermeture prolongée des lieux culturels jusqu'au début 2021 au moins. Des pancartes brandies sur lesquelles on peut lire « La culture, nourriture essentielle, on va mourir et même pas sur scène. Le spectacle rend vivant » ou encore « L'art est une arme de construction massive, ouvrez les théâtres ». Ouvrez les cinémas, déconfinons la culture. Le gouvernement avait annoncé la réouverture des cinémas, théâtres et musées ce 15 décembre. Mais le mercredi dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que, face à la pression épidémique qui dure plus qu'on ne l'aurait voulu, il devrait rester fermé encore jusqu'au 7 janvier au moins. Déçus par cette annonce, les acteurs Jacques Weber, Audrey Bonnet et François Morel ont pour leur part appelé les acteurs du monde culturel à protester pour exprimer leur dégoût et colère face à cette décision du gouvernement. Loin des manifestations, l'Allemagne table sur une autorisation du vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne avant Noël. Nos autorités nationales, comme d'autres, soutiennent les autorités européennes du mieux qu'elles peuvent. Et l'objectif est d'obtenir l'approbation pour le vaccin avant Noël. Nous voulons commencer à vacciner en Allemagne avant la fin de l'année. En fait, pas à la fin de l'année, mais le plus tôt possible après l'approbation. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.